Alors, le livre qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais étudiant en histoire, c'est le livre de François Furet, « Penser la Révolution française ». Parce que c'est un livre qui tente de conceptualiser une question. Pourquoi la Révolution française a tant déchiré la France et pourquoi elle ne la déchire plus au moment où il publie ce livre? Et c'est aussi un livre courageux, puisque c'est un livre qui prenait le contre-pied des thèses dominantes dans l'historiographie française de l'époque. J'ai eu un choc, oui, quand j'ai lu ce livre-là, parce que j'ai vu que, justement, l'historiographie dominante au moment où j'étudiais, c'était dominé par les structures sociales, par les perspectives de l'École française des annales et par le marxisme. Or là, j'avais un auteur très libre, qui écrivait très, très bien et qui montrait qu'on pouvait écrire l'histoire autrement, que les idées comptaient en histoire, que les personnages comptaient aussi en histoire. François Furet m'a beaucoup inspiré, m'a donné un goût d'avoir une parole libre, m'a aussi mis en garde contre les courants dominants qui ont parfois la cote dans les départements ou chez les historiens. Il ne faut pas se laisser intimider par des oppositions idéologiques ou par des étiquettes. Il faut faire ce qu'on doit faire et le faire le mieux possible. Il m'a invité à développer, dans le fond, ma propre voix, à dire les choses telles que je les vois, telles que je les sens, avec tout ce que ça peut comporter parfois de débats et de discussions. C'est ce qui devrait faire l'intérêt de la vie académique. Éric Bédard, Survivance, histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français. Vous êtes professeur d'histoire à la Téléuniversité de l'Université du Québec. Et Survivance, c'est un livre dans lequel Éric Bédard prend position dans l'historiographie du Québec, surtout du 19e siècle. Il y a une thèse forte dans votre livre. L'idée qu'il y a eu un Canada français monolithique pendant un siècle après la défaite des Patriotes jusqu'aux années 1960, pour vous, c'est un mythe. Donc, comment s'est édifié ce mythe? Bon, écoutez, comment s'est édifié ce mythe? C'est comme, étant donné que, le Québec se transforme durant les années 60, une nouvelle génération intellectuelle qui émerge et qui se reconnaît pas dans le Canada français d'ancien régime, disons, appelons-le comme ça pour faire court. On a un peu essentialisé toute une période. On a dit en gros 1840-1960. C'est une période qui a une certaine unité, des idées phares qui peuvent la résumer et en gros, on en a fait une période qu'on a dit là liée à une grande noirceur, donc une période d'obscurantisme religieux, de repli, une période de nationalisme défensif et nationalisme même ethnique. C'est le repoussoir par rapport à la lumière qui vient, qui est la lumière de la modernité des révolutionnaires tranquilles. Bon. Et c'est vrai que il y avait cette idée justement d'un monolithisme idéologique, une espèce d'idéologie clérico-nationaliste à saveur ultramontaine qui aurait été complètement dominante, hégémonique pendant cette période-là, 1840-1960. Et là, quand vous dites, vous prenez position, il y a une thèse, vous dites ce monolithisme, c'est une invention, c'est une exagération. Écoutez, je n'invente rien, je ne fais que prendre acte de la recherche
de la génération précédente. La recherche qui a été menée pendant plusieurs décennies par les historiens issus du baby-boom, les historiens nous ont montré, livre après livre après livre, que non, cette société canadienne-française, elle est d'abord beaucoup plus ouverte qu'on l'a dit, et cette société-là est traversée par différents courants. C'est clair qu'il y a, on pourrait dire, une patinoire sur laquelle tout le monde joue. Et cette patinoire, c'est qu'on s'entend tous sur le marché, donc libéralisme économique. Bon, il y a l'idée d'une certaine forme de démocratie représentative. Presque tout le monde a le droit de vote pour ce qui est des hommes jusqu'en 1940. Après ça, les femmes aussi peuvent voter. Et c'est l'idée que pour tenir tout ça ensemble, il faut une morale religieuse, il faut l'Église, mais il faut aussi il faut une morale religieuse et que, bon, jusqu'où ça va, là, on n'est pas d'accord. Mais il y a ce socle commun. Mais à l'intérieur de ce socle commun, il y a toutes sortes de monde qui pensent toutes sortes de choses. Il y a des libéraux. On a vu une excellente biographie de Jean-Philippe Warren sur Honoré Beaugrand. Il y avait des rouges, il y avait des libéraux, il y avait des républicains, Eva Circé-Côté. Il y avait des gens qui, bien que étant sur cette patinoire, peut-être qu'ils la trouvaient trop petite d'ailleurs, mais qui ne partageaient pas le point de vue, disons, du devoir ou de certaines élites nationalistes. Alors donc, en effet, cette idée qu'il y a eu une sorte de pensée unique pendant 100 ans, ça ne correspond pas à ce que les historiens ont pu montrer dans les dernières décennies. Donc, cette idée, le clérico-nationalisme, les ultramontains comme les porte-paroles hégémoniques du Canada français, ça a été exagéré. Ça a été exagéré. Admettons que les ultramontains ont eu une certaine influence, assez d'ailleurs pour faire disparaître le ministère de l'Instruction publique qui existait de 1867 à 1875. Si l'éducation, le système éducatif a été sous le contrôle religieux, c'est certainement parce que les ultramontains ont agi en coulisses pour que ce soit le cas. Donc, ils ont eu une influence. Mais attention, cette influence-là a été forte en éducation, indéniablement, mais les ultramontains étaient plutôt minoritaires au sein de l'Église catholique, ça a été bien démontré. Les idées de Monseigneur Bourget, de Monseigneur Laflèche ne convenaient pas à tout le monde. On les trouvait trop radicales, même à Rome parfois. Donc, n'ont pas été nécessairement suivis. Les ultramontains ont présenté des candidats à une élection, je pense que c'est l'élection de 1871. Un seul sur 11 ou 12 candidats a été élu. Donc, au sein des conservateurs, il y avait la frange ultramontaine, les plus radicaux, mais ce n'était pas nécessairement le courant le plus dominant. Oui, je rappellerai ce que vous savez déjà, que le Parti libéral est au pouvoir au provincial de 1897 à 1936, sans interruption. Exactement. Donc, par rapport à ces débats historiographiques, prenez position dans votre livre, vous les classez. C'est-à-dire que les historiens racontent une histoire à partir des mêmes faits, l'interprètent différemment. Et dans votre livre, vous faites une catégorisation entre deux grandes façons d'interpréter les faits historiques. Il y en a une qui est critique des acteurs, face à une autre qui est compréhensive. Et vous, c'est très clair, vous privilégiez l'approche compréhensive des acteurs, entre autres, de la classe politique qui apparaît après l'échec des Patriotes. Alors, pourquoi? Vous êtes compréhensive, je dirais davantage empathique. Prenez par exemple la génération des années 1840, que j'ai bien étudiée, sur laquelle je me suis penché. La génération, pour moi, cette génération-là vit un véritable drame. Elle est prise avec un contexte historique épouvantable. La séquence historique qui a mené aux affrontements de 1837, eh bien, c'est un échec. Donc, on n'a plus le rapport de force qu'on avait comme nationalité, comme on disait à l'époque. On souhaitait des réformes, on souhaitait changer le régime, on s'inspirait même de ce qui s'était fait aux États-Unis. Les États-Unis, c'était la république de l'avant-garde. Hein. C'est un modèle pour Papineau, clairement. Mais là, ça se finit très mal, les affrontements, la répression, les emprisonnements. Donc, que faire? Que faire? Et qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est se mettre à la place.
hein, si vous me témoignez d'une expérience douloureuse, je peux m'asseoir et me dire, ben voyons, t'as fait ça, il fallait faire ci, ou tu t'es trompé. Oui, mais moi, je me mets, à ce moment-là, je manque d'empathie, je ne me mets pas à ta place. Si c'est vrai pour des amis, pour des collaborateurs, ça doit être vrai aussi pour les historiens qui doivent essayer de comprendre quel était le drame d'une génération, dans quel contexte ils devaient prendre des décisions extrêmement difficiles et essayer de trouver une voie d'avenir dans une époque extrêmement sombre où certains ne donnaient pas cher de notre peau comme nationalité à l'époque. Et donc, ce que j'ai aimé chez un sociologue comme Fernand Dumont, ce que j'aime dans un magnifique texte que Gilles Marcotte consacre à François-Xavier Garneau, c'est justement cette empathie. Ces deux, Dumont et Marcotte, n'ont pas beaucoup de sympathie pour les choix qui vont être faits à ce moment-là. Ils sont bien conscients, parce qu'ils sont des êtres brillants, qui connaissent bien l'histoire, ils sont bien conscients qu'il y a une sorte de cul-de-sac, qu'il y a un moment de régression de notre nationalité à ce moment-là, qu'on va se replier vers disons, l'essentiel, on va essayer de conserver, sauver les meubles, que c'est pas une époque nécessairement très glorieuse, mais en même temps qu'on estime que c'est une période difficile, on a de l'empathie et de la compréhension pour cette génération qui doit manœuvrer dans ce moment très difficile. Je suis de la génération d'après le référendum de 95, dans un Québec qui se cherche. Oui, je me suis identifié à cette génération qui vit un drame difficile pour l'avenir. Oui, je me suis identifié et je me suis reconnu dans les interprètes comme Dumont et Marcotte qui avaient cette empathie. Vous savez, on présente souvent les patriotes comme des gens qui ont fait acte d'héroïsme, de grande bravoure, ce qui est évidemment le cas. Ils sont allés jusqu'au bout de leur logique, mais en vous lisant, je me dis que l'échec des patriotes, pour vous, c'est avant tout une tragédie. Ah oui, absolument. C'est une tragédie. C'est une tragédie politique, c'est une tragédie humaine. C'est un moment d'une très grande morosité. Il y avait une espèce d'aspiration qu'on sent chez ces patriotes, une aspiration à réformer la colonie. Ce n'est pas encore une aspiration indépendantiste, c'est pas clair en 1834-35, mais elle elle se transforme par le concours des événements dans une sorte d'aspiration anticoloniale et une aspiration indépendantiste durant l'été 37 et 38, mais ça ne donne pas les fruits escomptés. Je veux dire, oui, on pourrait dire que c'est une mobilisation formidable. C'est inspirant de voir tous ces gens qui se mobilisent et qui signent des adresses et qui écrivent, qui réfléchissent. Oui, et ils ont droit à tout notre respect et à tous nos hommages, mais dans l'histoire longue de la nationalité, de cette nation, de la vallée du Saint-Laurent, c'est une tragédie, oui, c'est une tragédie, puisqu'elle ne mène pas à un changement qui était espéré, visiblement, parce que la population avait soutenu les patriotes en 1834. Donc, elle mène au contraire à la répression et à une forme de dictature qui va être le gouvernement du Conseil spécial. Donc, un gouvernement qui gouverne, c'est ça, c'est un gouvernement, c'est une espèce de conseil avec un gouverneur qui décrète les lois pendant 3 ans. Hein. Donc, oui, c'est une tragédie. Mais après les patriotes, dans l'historiographie, Lionel Groulx a amené un concept, parler de la période qui suit. C'est la survivance. Comment est-ce que vous résumez la survivance? La survivance, telle que je la comprends, c'est 4 choses. Premier élément de la survivance, c'est cette idée qu'il faut se développer une sorte de récit sur soi. Il faut, par les mots, montrer qu'on existe. Par les mots d'une histoire émergente, d'une historiographie, Garneau, Ferland, Benjamin Sult et ceux qui vont suivre. Donc, écrire notre histoire. Hein. Lord Durham avait dit « Peuple sans histoire et sans littérature ». Nous allons montrer que nous avons une histoire, et c'est une histoire qui n'est pas pire que les autres. S'il y a de quoi, elle est peut-être même
assez belle par certaines de ses pages, et donc naissance d'une historiographie, mais aussi naissance d'une littérature, naissance d'un folklore qu'on va commencer à écrire, à cartographier, à enregistrer dans des revues, dans des contes, par les publications, exister par les mots, un récit sur soi. Premier élément de la survivance. Premier élément. Deuxième élément, ça c'est très frappant, c'est l'éclipse de la question du régime. C'est-à-dire qu'on survit comme nationalité, comme individu, mais on se refuse désormais à mettre en cause le régime dans lequel on vit. On est dans un empire britannique, dans une colonie qui devient dominion, on questionne plus ou moins ça, on est dans une monarchie constitutionnelle. Voilà, on va se contenter de ça. Et on ne discute plus les fondements de cela. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème puisque la politique, dans ce cas-là de plus exaltante, en général, discute de la question du régime. Les hommes politiques et les femmes politiques qui nous inspirent le plus sont ceux qui nous présentent, nous tracent des horizons, souvent qui sont au-delà de nos besoins du quotidien, qui sont au-delà de l'administration des choses. Et ces grandes questions, ce sont toujours des questions liées au régime. Comment nous gouvernons-nous? Qui décide? Quelles structures politiques nous régissent? Quand vous mettez de côté la question du régime, vous réduisez la politique à l'administration et vous rendez la politique beaucoup moins exaltante, beaucoup moins intéressante. Vous la laissez entre les mains des affairistes. Possiblement, potentiellement. C'est le danger. Bon. Sauf que, c'est le troisième élément de ce qui est pour moi la survivance, si vous écartez la question du régime, les aspirations plus élevées continuent à exister, surtout chez les jeunes. Elles doivent trouver un refuge. Et c'est là qu'on voit une sorte de messianisme compensatoire. C'est-à-dire qu'à défaut de discuter des questions les plus exaltantes, qui sont les questions du pouvoir, du régime, eh bien, les aspirations plus élevées vont trouver refuge ailleurs, et dans le cas du Canada français, vont souvent trouver refuge dans les questions morales. Nous sommes plus vertueux que les autres, hein, c'est ce que diront certains ultramontains. Nous sommes un peuple plus vertueux, plus chrétien, et donc nous devons nous conformer à cette idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Bon. Alors, messianisme compensatoire. À défaut d'être un pays normal, soyons des êtres moraux exemplaires. Autre élément qui va peut-être paraître contradictoire avec celui que je viens de mentionner, c'est l'élément de l'économie. C'est-à-dire qu'un certain nombre aussi de nos élites, un certain nombre de Canadiens français vont dire, parce que c'est pas né avec la Révolution tranquille, l'intérêt pour l'économie, contrairement à ce qu'on pense, comme nous avons échoué au plan politique, au plan de la réforme de notre régime, essayons d'être un peuple plus fort par rapport à notre économie et à notre éducation. Et ce sera la grande thèse d'Étienne Parent, mais poursuivie par d'autres par la suite. Donc, premier élément, un récit sur soi. Deuxième élément, survivre par l'économie et, si possible, un peu l'éducation. Troisième élément, l'éclipse de la question du régime. Et dernier élément, messianisme compensatoire. On a là, je crois, le cœur de la survivance. Il y a une interprétation de l'histoire qui a été très forte durant les années 60. On a présenté les Canadiens français, les Québécois, comme des colonisés. Oui. Ah oui. Et vous êtes en désaccord avec cette interprétation. Oui, c'est-à-dire que je voudrais qu'on me comprenne bien. Je pense qu'il y a eu un phénomène de colonisation économique et même peut-être une forme de colonisation politique, et ça, c'est absolument indéniable, hein, qui a mené à l'infériorité économique des Canadiens français. Je veux dire, donc, appelez ça dépossession, appelez ça aliénation. Tout ça est évident pour moi. Le portrait global, et là, on a les chiffres dans le rapport Laurent-Dunton à la fin des années 60, les Canadiens français sont l'un des groupes ethniques les plus pauvres au Canada. Après, je pense les Autochtones et peut-être les Portugais, mais c'est parmi les plus pauvres au Canada. Donc, il y a eu une forme de colonialisme économique et politique, clairement. Bon. Là où j'ai un problème,
c'est qu'il y a eu des théoriciens durant les années 60 qui ont poussé plus loin. C'est-à-dire que ce colonialisme politique et économique avait généré une mentalité, une pensée, une psychologie du colonisé. Donc, un être apathique, un être qui est finalement conditionné d'être un perdant. C'est la dimension psychologique du colonialisme qui m'a toujours posé problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui est très fort durant les années 60, c'est l'idée qu'il faut non seulement rompre avec le Canada français comme structure politique, mais il fallait rompre avec le Canadien français comme individu, comme forme d'existence, de rapport au monde. Le Canadien français, c'est être aliéné, c'est être ce perdant, c'est être apathique, inconscient de ce qui lui arrive, puisqu'il a cette aliénation psychologique. Bon. Alors, j'ai toujours été mal à l'aise avec ça parce que ça peut mener assez rapidement à quoi? Bien, si vous êtes face à un peuple que vous considérez psychologiquement malade, vous pouvez être tenté de ne pas nécessairement chercher à le convaincre, de proposer. Vous pouvez être tenté d'aller vers des solutions qui sont celles de la radicalité, de la violence même, pour secouer ce peuple de sa torpeur psychologique. En fait, vous proposez un contre-vocabulaire. Plutôt que de parler des Québécois ou des Canadiens français comme des colonisés, vous dites qu'ils sont des survivants. Oui. C'est glorieux pour vous, finalement. Ben oui, je pense que ce sont des survivants, des résistants, qui ont fait des choix dans des conditions très difficiles, mais qu'ils étaient plutôt conscients et lucides de ce qui se passait. Il y avait peut-être chez certains une forme de fatalisme, mais ils avaient visiblement du ressort, puisque regardez ce qui s'est passé, regardez l'histoire du 20e siècle. Ils ont eu du ressort, ils ont eu le ressort nécessaire pour, après la Deuxième Guerre mondiale, réorienter leur destin au plan collectif. Et s'ils ont eu ce ressort dans le passé, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas ce ressort dans le futur. Donc, c'est pour ça que je reste assez optimiste, malgré tout. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec ces gens qui se présentent comme des oracles ou comme des médecins là, qui vont guérir ce peuple de sa plaie psychologique du colonisé. Je pense que non. Je pense que mentalement, les Canadiens français n'ont pas été pires ou plus dérangés que les autres. Ils ont joué de prudence. Ça, c'est sûr. Vous et quelques-uns de vos collègues, vous insistez sur la mémoire. Il n'y a pas que l'histoire. Il y a aussi la façon de se rappeler du temps. Oui. Comment faut-il se rappeler du 19e siècle? Bon. Qu'est-ce qu'il faut transmettre selon vous? Ben, écoutez, c'est ça, c'est que nous sommes les héritiers d'une mémoire, mais moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que la mémoire était un fait de culture. Nous héritons d'une mémoire dans nos familles. Ce qu'on a comme mémoire du 19e siècle, je dirais que, grosso modo, c'est une mémoire un peu honteuse. On a hérité d'une mémoire honteuse du 19e siècle ou de ce qu'on a appelé la période de la Grande Noirceur, de la période d'avant. Même si les historiens ont essayé de montrer que c'était pas aussi noir ou c'était beaucoup plus complexe qu'on l'a dit, on a hérité de cette mémoire. Mais je pense que notre défi, c'est d'essayer de se réapproprier ce passé et de faire la paix avec ce passé, qui n'a pas été un passé si terrible quand on y pense. Je vous avoue qu'à bien des égards, je préfère vivre à mon époque qu'à la fin du 19e siècle. C'est pas ça la question. Mais au fond, ce que vous voulez dire, pour vous, Éric Bédard, c'est important de se réconcilier avec l'image qu'on peut avoir des ancêtres, du passé. Ben, c'est ça. C'est que ce soit le 19e siècle ou je trouve qu'on a une mémoire courte, en fait. C'est que l'impression que moi j'ai grandi dans une société où on ne nous parlait que de la Révolution tranquille et de ce qui était venu après. Et tout ce qui était avant, c'était un peu un blackout. C'était un peu soit honteux, soit sans intérêt. Et moi, je pense que comme société, on peut difficilement avancer si on n'a pas une idée plus claire du passé, pas pour glorifier le passé, mais pour se l'approprier, pour le questionner, pour y trouver parfois des moments de réflexion qui peuvent nous inspirer. Et
Il y a là-dedans une forme de gratitude qui peut nous inspirer, mais il y a aussi beaucoup d'enseignement. Mais pour ça, encore faut-il avoir une ouverture d'esprit. Ce que je constate souvent, c'est qu'on nous serine, on nous répète qu'il faut avoir une ouverture à l'autre, une ouverture à l'altérité, une ouverture à la différence. Moi, j'aimerais qu'on ait une ouverture à un passé qui était différent de nous, mais qui peut être riche d'enseignements. Le passé est exotique. Le passé est différent de nous. Alors, dans une époque qui glorifie la différence, on devrait faire preuve de plus de bienveillance pour des temps différents, qui ont prôné des valeurs différentes, mais avec des contextes qui peuvent nous permettre de comprendre. J'ai aussi une conviction que notre époque a plein de problèmes à régler, que nous ne sommes pas la magnificence. On a des enjeux où on a beaucoup de gens seuls, beaucoup de gens qui se suicident. On est dans une époque de déliaison, dans une époque où le lien social se défait. Mais on est dans une époque, à bien des égards, d'une très grande tristesse, même s'il y a des gens qui travaillent fort, puis il y a des gens qui ont des grandes ambitions. Mais je pense que beaucoup des problèmes de notre époque avaient été annoncés ou expliqués ou craints par des gens qui nous ont précédés. C'est une belle leçon que vous essayez de nous transmettre. Peut-être, ce que vous cherchez à dire, c'est que l'angle mort de l'altérité, c'est l'histoire. Voilà. Et là-dessus, voilà. Je vous remercie pour cette entrevue, professeur Éric Bédard. Ça me fait plaisir. Eh bien, au prochain livre. Parfait.